Merci d'être avec nous. Le grand plateau des Congo 26 Télévisions s'est transporté jusqu'ici au bureau du président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Paul Nsapu Mukulu. Il nous reçoit ici, mais nous le recevons sur un plateau circonstanciel. Je suis avec Adèle Ilunga Bissonsa. Et voilà, vous allez présenter Paul Nsapu, mais bien avant, nous allons aborder tous les sujets d'actualité. Oui, elle est fournie en rapport avec les droits de l'homme, les crimes, des dossiers déposés par la République démocratique du Congo auprès des cours et tribunaux internationaux, et également les massacres des Congolais que vient de perpétrer l'armée rwandaise avec ses supplétifs internes, donc des Congolais, entre guillemets. Adèle, vous allez présenter Paul Nsapu de manière complète. Voilà, par rapport à tout ce que vous avez énuméré, c'est bon, nous savons que la situation des droits de l'homme est une urgence absolue en République démocratique du Congo. Comme M. Fabien l'a dit, nous sommes en face du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Paul Nsapu Mukulu, voilà, qui est aussi un expert africain en matière électorale. M. Paul Nsapu, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Chers compatriotes Adèle et Fabien, de vous retrouver. Voilà, sans tergiverser, le pays a célébré son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. C'était le 30 juin, hier. D'aucuns pensent que avant l'indépendance, après l'indépendance, aucune lumière au bout du tunnel. Nous sommes en face de vous. La CNDH est l'organe officiel chargé de protéger ses droits. Qu'est-ce que vous dites ? Une histoire peut-être qu'il faut compter pour les générations. Nous aussi, on est passé par là, donc, très jeune encore, au moment des indépendances. Ce que nous retenons de l'histoire, c'est un pays qui a vécu des soubresauts politique parfois inédit, parce qu'après tout, depuis l'époque coloniale, on a découvert des potentialités dans notre pays. Souvenez-vous de l'exploitation de l'EVA, le caoutchouc, et il y a eu de main coupée à l'époque, si vous voulez, de l'État indépendant du Congo, sous la présidence, si vous voulez, la direction du roi Léopold II. Et on a découvert d'autres richesses telles que le café, les côtes, comment on appelle, d'ivoire, les éléphants et tout ça, et un peu plus loin dans l'histoire. Et on avait déjà découvert aussi la présence de pierres précieuses, le diamant. Et avec la conférence de Berlin, on s'est dit, bon, écoutez, tout le monde peut venir puiser dans cette cuvette centrale, dans ce pays. Et finalement, avec la dénonciation des mains coupées, puisqu'il fallait une concurrence, chaque famille devrait produire la sève du caoutchouc pour la production, une production à la fois disons artisanale, mais qui servait déjà à des grandes productions à travers le monde. Voilà une page noire avec tout ce qu'il y a eu comme le travers de la colonisation. Ensuite, il y a eu également ces premiers pas de l'indépendance que nous avons commémoré dans la méditation pratiquement et dans la prière hier. Et enfin la tentative du premier système, si vous voulez, du premier régime, qui n'a pas du tout marché puisqu'il y a eu encore des morts. Patrice Emery Lumumba, pour aller vite, et ce fut le règne
du maréchal Mobutu Sese Seko, et qui a dirigé le pays d'une main, en gants plutôt de fer, pratiquement. Alors, jusqu'au moment où il y a eu une transition qui a été mise en place à la suite de l'écroulement du mur de Berlin, et avec ce que cela comportait en Afrique, les conférences nationales souveraines, la tentative de reprise en main, si vous voulez, à travers une gestion démocratique de certains États qui avaient adopté à l'époque le parti unique avec ses dérives. Évidemment, nous sommes restés, nous, la RDC, dans cette transition qui a semblé nous donner vraiment de l'espoir, parce qu'à un moment donné, les forums qu'il y a eu dans ce pays, en commençant peut-être en remontant jusqu'à la conférence nationale souveraine, et qui n'a pas permis vraiment de récupérer, puisque les pseudo-structures qui avaient éclaté lorsque le président Mobutu avait prononcé plutôt son discours de multipartisme le 24 avril 1990, il y a eu espoir, mais le parti unique a créé des pseudo-démocrates qui dirigeaient de partis politiques, et ça nous a donné l'impression d'entrer en plein dedans dans un pluralisme politique et même syndical qui pourrait nous permettre le jeu de gestion du pays à travers des débats, des contradictions constructives. Mais hélas, malheureusement, nous ne sommes pas allés très très loin dans cette compétition, cette tentative de gestion démocratique de notre pays, et parce que à la cause des facteurs exogènes qui ont rencontré des facteurs endogènes, ici nous sommes vite allés dans la conquête du pouvoir ou sa conservation par la force. Vous vous souvenez, avec le président Mobutu, on avançait très bien, à un moment donné, il y a eu cette guerre dite de libération avec l'AFDEL, mais qui aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une guerre à la fois nous causée de l'extérieur, et aujourd'hui on est sûr que toutes ces agressions que le pays a connues, ce sont des agressions dictées et orientées, et même de l'extérieur. Aujourd'hui, tous les rapports convergent pour dire que non, la guerre de l'Est, à l'Est de notre pays, c'est une guerre d'agression par des pays soutenus aussi par certaines puissances. Alors dans ces cheminements-là, dans cette histoire, il y a la violence, il y a des violations des droits de l'homme, et nous pouvons aussi parler de la période actuelle avec l'avènement du président actuel, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Paul Nsapou, l'histoire, vous l'avez retracée dans ce domaine, conquête de pouvoir, violation des droits de l'homme, des crimes, des massacres. Léopold II, le premier génocidaire, ça ne s'est pas terminé là-bas, ça a continué jusqu'en ce moment. Il y en a qui disent que ce pays, c'est l'enfer des droits de l'homme. Et au regard des crimes commis au cours de l'histoire, aggravés par l'impunité, des gens qui ont tué, massacré, ou qui ont fait tuer, massacrer, mais qui sont permis d'accéder au poste de responsabilité en toute impunité. Est-ce que ce n'est pas à cause des textes de loi qui sont légiférés par ceux
qui tue et par après accède au pouvoir. Bien, vous l'avez dit, hein, les causes endogènes et même exogènes qui sont à la base, si vous voulez, de toutes ces violations des droits de l'homme et même des crimes au contenu imprescriptible. Vous l'avez dit, nous pensons que si, je vous donne une image, vous êtes dans votre potager, dans votre jardin, avec des arbres qui produisent de très bons fruits, de très bons fruits enviés par les autres qui sont dans cet environnement-là, mais chacun dans sa concession. Si chez vous, il y a de la nourriture, il y a ces fruits-là, si vous ne savez pas vous protéger votre espace, soyez sûr que les voisins vont chercher à vous affaiblir si vous ne vous arrangez pas bien, et même vous confisquer, et certains l'obtèrent, certains millimètres, centimètres de votre superficie, et accéder aux fruits. Ici, j'entends je vais dire, les richesses et les potentialités. Et donc, la grande responsabilité nous incombe, nous, propriétaires de cette terre, nous, citoyennes et citoyens, nous devons d'abord tout faire pour nous protéger et nous battre pour que les relations avec nos voisins, avec ceux qui viennent de loin, soient des relations normales, respectueuses de valeurs de dignité humaine. Alors, il y a tout ça, l'impunité, il y a ces éléments-là. Je crois que quand vous suivez même l'histoire du monde, vous verrez qu'il y a eu des leçons à retenir lorsqu'il y a eu des dispensations au cours desquelles l'humanité a fait verser beaucoup de sang. Et puis on s'est dit, non, créons une macrostructure mondiale, une organisation internationale, l'ONU, qui avait commencé par la Société des Nations, qui est devenue ONU, Organisation des Nations Unies, par la suite, afin de trouver des lois, prendre des mesures et des mécanismes pour alerter, prévenir le fléau, prévenir des crimes, prévenir tout ce qu'on a décrié lorsqu'il y a eu des guerres passées. Mais malheureusement, on constate que oui, ce mécanisme existe, mais il est aussi à un moment donné insuffisant pour vraiment protéger l'homme et tout ce que cet homme a dû créer comme richesse autour de lui. C'est pour cela que vous avez l'ONU et vous avez d'autres mécanismes parmi lesquels nous autres, nous sommes une microstructure en tant qu'institution d'appui à la démocratie dédiée pour la promotion et la protection des droits de l'homme, puisque nous avons un pied ici au pays pour travailler sur toutes ces questions de promotion et protection des droits de l'homme, mais un pied également à l'extérieur du pays. Nos rapports sont très très bien exploités par cette communauté dite internationale. C'est pour cela l'ONU avait décidé de mettre en place dans chaque État une microstructure étatique appelée CNDH pour les uns, Ombudsman pour d'autres, afin de pouvoir jouer, alerter la communauté internationale quand quelque chose ne va pas dans un État, dans un pays donné. Et donc, nous avons préséance par rapport à cette question de droits de l'homme sur les autres institutions, puisque ce sont ces institutions-là qui gèrent ensemble le pays, un État donné, etc. En ce moment-là, nous regardons au niveau de chaque structure comment la structure en question gère dans son secteur
le pays par rapport aux normes qui sont fixées, qui sont acceptées comme principe universel de promotion et protection des droits de l'homme. Vous voyez, donc aujourd'hui nous sommes à 3, c'est SAC, CENI et CNDH. Mais nous regardons aussi CENI, comment vous appliquez les principes pour que les élections soient des élections libres, transparentes et consorts. C'est ça, comment vous encadrez les libertés fondamentales. Et nous faisons ce monitoring-là qui nous permet de conseiller ces institutions-là, y compris les structures gouvernementales, les ministères et autres. Voilà, c'est ça la CNDH. Et donc, comme je le dis encore, si nous avons une classe politique, une élite intellectuelle qui s'est transformée des grands moments de l'histoire, les dispensations, les forums où on peut transformer, si vous voulez, la gestion du pays à travers des textes qui répondent aux réalités, si vous voulez, de notre population. Et si nous avons une telle classe politique, une telle classe, une telle élite intellectuelle, et ce que moi j'ai toujours appelé des stratèges d'une communauté, d'une société donnée dans un pays, qui savent transformer certains, qui savent transformer à des occasions bien précises des forums comme les dialogues, si vous voulez, la conférence nationale souveraine, les dialogues intercongolais. Et là, nous pouvons sortir vraiment de ce piège-là. Voilà. Parce que, vous savez, tant que nous sommes un pays qu'on appelle aujourd'hui pays solution, où il y a toutes sortes de potentialités et richesses, merci. On nous enviera toujours. Merci pour cet éclairage, M. Paul Sampou. Parlons de l'Est de la République démocratique du Congo. À Goma et à l'Est de la République démocratique du Congo, les massacres, ça persiste, ça constitue une crise permanente. Alors, comment faire pour que la population de l'Est de la RDC puisse vivre en toute quiétude? Parce que si les pays agresseurs de la République démocratique du Congo en ces jours arrivent à porter des accusations, des fausses accusations, s'il faut le dire ainsi, contre notre cher pays, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment réagir là-dessus? Bon, encore une fois, c'est un problème de stratèges congolais qui doivent saisir des moments opportuns afin d'aider à ce que les dossiers avancent. Mais si nous n'avons pas de bons stratèges, des stratèges qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui se disent stratèges mais qui pensent avant tout à leur intérêt, ça sera vraiment difficile. Nous allons connaître beaucoup de difficultés. Mais je dois vous dire, avec ma petite expérience, qu'on a parfois besoin, dans un contexte donné, de mesures d'apparence impopulaires, mais qui, en toile de fond, lorsque vous analysez, ce sont des mesures qui peuvent permettre à ce que le pays avance dans le sens de la liberté et du développement. Ceux qui ont fêté avec face, excusez, oui. Ceux qui ont fêté avec face la victoire de la RDC à Goma ont péri les jours suivants. Oui, je vais y revenir. Vous voulez parler d'une foule en liesse à Goma, de jeunes gens pour la plupart, qui ont été carrément et simplement exécutés sommairement. C'est triste ça, ce sont des crimes. Et curieusement, à Kinshasa, les acteurs de la société civile, au-delà de leur prédication matinée politique, ils n'en parlent pas. Il n'y a aucune marche en faveur pour protester, contre dénoncer ces crimes ou ces massacres de jeunes Congolais qui n'ont fait que se réjouir de la victoire de leur équipe pour l'accès au 16e de finale. Personne n'en parle à Kinshasa. Les ONG se sont tues. Et on a plutôt besoin de... on est dans l'activisme
pour ce qu'on appelle changement de la Constitution, troisième mandat. Eh bien, c'est ça l'absence de stratèges qui guettent, qui veillent, qui font le véritable travail d'alerte. Et voilà l'absence, encore une fois, de bons stratèges. Nous, à notre niveau, au niveau de la CNDH, nous avons eu l'information. Mais comme vous savez, nous sommes une institution. Il y a 48 heures que nous avons eu l'information. Nous la soumettons à des vérifications. Et ça va réapparaître d'un moment. Nous allons revenir là-dessus pour établir de façon exacte les responsabilités de ceux qui ont commis ces massacres-là. Mais le chef... Vous travaillez en collaboration avec les agences de l'ONU dans le domaine, celles qui sont par exemple dans le Nord Kivu, parce qu'il y a des agences de l'ONU de l'autre côté. Est-ce que vous êtes en collaboration avec eux? Nous sommes en collaboration avec eux, puisqu'il faut toute une gymnastique, une stratégie pour ne pas exposer nos membres, nos agents et cadres qui sont là. Mais il y a des stratégies pour qu'ils fassent leur travail et en toute sécurité, mais pas en cherchant à les exposer, puisque vous savez que tout ce qui respire droit de l'homme à l'est du pays n'est pas supporté, toléré. C'est grâce à ce courage, à ces gens-là, que nous avons des informations qui attestent qu'à l'est du pays, le noyau dur des droits de l'homme, la vie, l'intégrité physique et même morale, le droit à la sécurité, ce sont des droits qui ne sont pas respectés par ceux qui gèrent présentement ces entités de notre territoire. J'ai cité les différents mouvements rébellions qui sont là, dont l'AFC M23, avec l'appui de l'armée rwandaise, le RDF qui sont là et qui rendent la vie difficile à nos compatriotes, et dont tous les rapports convergent et annoncent et démontrent l'ampleur de la tragédie que nos compatriotes vivent au jour le jour. Tôt ou tard, les auteurs intellectuels seront poursuivis d'une façon ou d'une autre, puisque c'est bien documenté. Et à Genève, avec tout ce qui est documenté, Human Rights Watch, l'autre organisme qui vient de présenter un rapport, le nom est en train de m'échapper, Human Rights Watch, il y a aussi Amnesty International, il y en a autant qui présentent des rapports crédibles, Monsieur le Président Paul Sapou. Et à Genève, il y a un certain attentisme. Il n'y a pas de pragmatisme. Hein? Ce qui fait que les auteurs de ces crimes sont en train d'errer et de briller par une arrogance. Même la CPI exerce avec lanterne sa fonction en République démocratique du Congo. Il y a un adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, ce que nous faisons actuellement, c'est interpeller avec la diplomatie droit de l'homiste toutes ces structures de la communauté internationale au niveau de l'ONU, tout comme au niveau des États et de certaines organisations de la société civile internationale, et en leur apportant des informations qu'ensemble nous pouvons vérifier, et en leur demandant d'aller tout droit à des solutions qui puissent permettre le retour de la paix, la liberté, le respect des valeurs de dignité humaine, surtout. Ce travail a donné quoi, pratiquement? A donné que la communauté internationale a décidé d'enquêter et tous ces crimes qui se commettent à l'Est. Il y a une commission d'enquête internationale diligentée par l'ONU qui est déjà chez nous et
qui se déploie à l'Est déjà, mais on ne veut pas exposer cette commission-là. Elle est déjà là. Nous l'avons reçue ici au siège de la CNDH. Nous avons travaillé avec elle. Toutes les données sur tous ces crimes que nous disposons leur avaient été confiées, tout en voulant protéger aussi les victimes ou les familles des victimes. Eh bien, il y a également au niveau de la CPI une autre mission qui est déjà là. Mais nous avons l'impression comme si la CPI fait la sourde oreille parce que les auteurs de crimes marchent librement. Oui, ils ne sont pas sanctionnés. Ils ne sont pas appréhendés non plus. Comme ce sont des crimes imprescriptibles, ces crimes-là, il faut choisir le bon moment pour prendre les auteurs, les commanditeurs. Ils sont déjà connus. Alors voilà, si nous sommes un État fort, nous allons travailler à ce que ces criminels-là soient arrêtés. Dieu merci, il y a une prise de conscience actuellement. S'il n'y avait pas cette prise de conscience et surtout un leadership responsable qui nous permet de démystifier ces auteurs-là de ces crimes internationaux, cette stratégie-là nous permet d'exposer ces criminels-là. Imaginez-vous, avant l'arrivée de l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, c'était difficile vraiment de s'attaquer à ces criminels qui écumaient les territoires de l'Est, qui tuaient, qui versaient le sang tout le temps, parce que Kinshasa ne pouvait pas pointer du doigt ses auteurs. Parce que le gouverneur général de Kigali était aux affaires à Kinshasa, au Palais de la Nation. Vous suivez mon regard, le gouverneur général de Kigali, en 18 ans. Ce n'est plus un secret pour personne. Mais quel est le rôle de la CNDH dans le suivi des dossiers ou des dossiers, des plaintes déposées par la République démocratique du Congo auprès de la Cour pénale internationale, auprès de la Cour internationale de justice et auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je sais que vous siégez souvent à Genève. Dans le cadre de la diplomatie droit de l'hommiste, vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce que vous faites pour accentuer les pressions? Car on sait que parmi les commanditaires des crimes les plus graves en RDC, il y a des multinationales bien identifiées, aujourd'hui qui commencent à être sanctionnées, qui sont dans la bande des prédations des minéraux de la République démocratique du Congo. Et ces multinationales, ce sont elles qui placent des hommes à l'Élysée, à la Maison Blanche, dans des instances de l'ONU ou des grandes instances diplomatiques internationales. Moi, j'en sais quelque chose. Oui, vous en savez même beaucoup, plus que moi, plus que nous, puisque vous êtes un journaliste très éveillé, vous cherchez, vous trouvez, vous vous documentez. Alors, la CNDH joue un rôle peut-être par l'insuffisance des moyens. Nous ne publions pas assez. Bon. Mais la CNDH a toutes ses rencontres et toutes ses missions, tous ses forats, pour documenter les cas en notre possession, des cas avérés, pour dire ça c'est un crime, voilà, qui vous intéresse à vous, qui vous intéresse vous, telle instance judiciaire internationale ou régionale. Donc nous suivons tout ce qui concerne la RDC au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au niveau du tribunal qui est là.
et au niveau également de la Cour pénale internationale et au niveau de la, si vous voulez, des autres instances, enfin multilatérales ou autres, mais aussi au niveau de la diplomatie au bilatéral avec les États qui sont intéressés par la situation de la RDC. Documenter tous ces dossiers-là et ensuite faire le plaidoyer pour que l'impunité recule à travers la traduction en justice des auteurs cités. Et ce n'est pas un travail qui paye, dont le résultat sont immédiats. Il faut s'armer de courage et de patience et surtout avoir, encore une fois, des bons stratèges au sommet de l'État, une élite intellectuelle qui sait ce qu'il doit et ce qu'elle doit faire, une classe politique qui sait ce qu'elle doit faire, une société civile qui prend ses responsabilités. Je vous ai dit qu'avant, c'était difficile d'aller même plaider auprès de ces institutions internationales, puisque Kinshasa ne le permettait pratiquement plus. Il y a eu une connexion entre Kigali, Kinshasa et Kigali, que l'on ne pouvait pas vraiment, une coalition qui ne pouvait pas permettre à ce que les valeurs de dignité humaine soient de mise dans la gestion de notre pays. Et donc, c'est ça un peu le progrès que nous avons enregistré depuis que l'actuel président est là. Bien sûr, le tableau n'est pas totalement, le tableau n'est pas rose, hein, comme on le dit, parce que ce que nous vivons en termes de violation des droits de l'homme aussi et des manquements du respect de l'homme congolais, la femme congolaise, c'est aussi le résultat d'autant de manquements dans la gestion du pays signalés et constatés au niveau des différents régimes qui ont défilé. Si bien que nous avons par exemple au niveau de provinces qui sont contrôlées par Kinshasa, qui sont majoritaires, à part les deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, et une partie de l'Ituri. Mais ce qui est géré par Kinshasa, il y a surtout les droits de l'homme en matière socio-politique et économique. Puisque si vous voulez respecter les droits à la santé, vous devez construire. Voilà. Les droits à l'éducation, vous devez construire les écoles. Si vous voulez accorder du travail, vous devez créer. Alors, ce sont des droits qui sont conditionnés par la présence, si vous voulez, d'une économie qui marche. Voilà. Une économie qui marche, pour créer, c'est conditionné. Voilà, l'État des moyens, l'État crée des emplois, veille à la santé, et tout ça, tous ces droits inhérents qui font la valeur des dignités de l'homme et de la femme congolaise, ces droits-là sont conditionnés par les moyens. Mais il y a également le droit qui ne relève que la simple volonté politique. Ce sont les droits de la grande catégorie des droits de l'homme, les droits civils et politiques. Il y a cette catégorie des droits de l'homme qui nécessite seulement la volonté politique du leader ou de celui qui dirige la communauté. Aujourd'hui, ces droits-là, qui ne demandent que cette volonté-là, c'est les droits du noyau dur, si vous voulez, des droits de l'homme. La vie, celui qui transgresse ou qui tue, a touché à un droit, un sacro-saint droit du noyau dur des droits de l'homme. Vous voyez, à l'est et ici, dans les deux provinces, plus quelques territoires. Mais là, les droits, les noyaux durs n'est pas respecté.
Vous voulez fêter, par exemple, la victoire des léopards. En ce moment-là, il y a des gens, d'autres personnes qui gèrent, qui viennent tuer, vous l'avez dit, tuer, empêcher. On a non, mais il n'y a pas que le match du léopard, il y a aussi une réalité. Hein. La CNDH, le travail que vous êtes en train d'abattre, c'est très salué, pourvu que le résultat soit escompté comme souhaité, attendu par la population pour assurer les droits de tous les Congolais. Mais la marche organisée par l'opposition au mois de juin, on en a senti des répressions qui ont suscité des inquiétudes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, parce qu'ils procèdent aussi, sauf imprévu, en ce mois de juillet, les 8 précisément, de marcher, de protester encore. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette réalité? Eh bien, d'abord, nous condamnons la violence d'où qu'elle vienne. Les libertés fondamentales, elles sont constitutionnelles, elles sont consacrées dans tous les textes ou instruments au niveau international que notre pays a ratifiés. Voilà pourquoi les libertés fondamentales sont nécessaires pour permettre l'organisation, si vous voulez, de la compétition dans une démocratie où pratiquement le débat permet à ce que une majorité se dégage et une minorité. On applique la règle de la majorité. Il ne faut pas deux poids, deux mesures. Avec le respect de cette minorité. Alors, ce qui s'est passé au mois de juin, c'était le 12. Le 12 juin, nous avions prévenu cela. Nous avons publié des communiqués pour condamner, si vous voulez, dénoncer le fait qu'il y a eu des propos, il y a eu des appels, il y a eu incitation, si vous voulez, à la violence. Les acteurs sont passés dans la presse pour dire, si vous sortez demain, si vous n'observez pas une marche ou quoi, ou une ville morte, nous allons nous en prendre à vous. C'est l'incitation tout simplement à la violence. Ça, c'est condamné. Et ce genre de propos reste lorsqu'il y a par la suite des voies de fait en matière de violation des droits de l'homme. Ce genre de propos, ceux qui les tiennent sont qualifiables de commanditaires ou d'auteurs intellectuels de violations des droits de l'homme. Et là, ils sont poursuivables devant les cours et tribunaux, devant la justice pénale internationale. Voilà ce qui s'est passé le 12. La CNDH, qui n'est pas une ONG, a diligenté une enquête qui est en cours, dont nous allons publier les résultats dans un rapport d'ici la fin de cette semaine, parce qu'on a vu tout le monde, acteurs, organisateurs de ces manifestations et ceux qui étaient censés l'encadrer. On a été partout, on a vu les responsables au niveau du gouvernement, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a la police et les services en son sein. On a échangé, on a vu tous ces responsables et on a aussi vu l'opposition. L'opposition qui avait organisé, demandé cette manifestation. Notre rapport vérifie toutes les allégations. Et ce rapport est très, très, très attendu. En ce moment ici, je devais être à Genève, à la session qui se tient à Genève. Mais on est encore là, puisque notre enquête n'est pas encore terminée. Nous allons peut-être terminer cette enquête demain. Et vous serez conviés au résultat de ces rapports, de cette émission plutôt, dans un rapport. Alors, Paul Sapou, je comprends. Une enquête, c'est pas justement la main sur le tam-tam et les résultats, on les a dans quelques heures. Ça demande des procédures selon les règles de l'art. Mais
Le jour, le 12 juin, ce qui s'est passé, à votre regard, vous avez parlé des acteurs qui ont commencé. Les médias sont devenus un fourre-tout avec l'avènement des TIC. Un fourre-tout parce que tout le monde, même avec un déficit éducationnel, peut passer pour raconter n'importe quoi et appeler, soulever les gens, relayer le mensonge. Mais les hommes en Soudan, les religieux, ont dressé leur bilan. Ils ont parlé de morts d'hommes. La CNDH, dans ses drafts, peut-elle confirmer mort d'hommes en attendant le rapport? Deuxièmement, les religieux, de manière ensemblière, gauche ou droite, sont en train de relayer un discours de haine. La chair est devenue la prédication matinée politique ou soirée politique. Avec beaucoup de mensonges aussi. Je sais ce que je dis, je m'engage. Ce que je dis m'engage en tant que journaliste averti. Ça rejoint ce que Tshisekedi Tshilombo a dit à Houston, que l'ennemi n'est pas seulement à Kigali ou à la frontière, l'ennemi est déjà à Kinshasa. On dit mieux vaut prévoir que guérir, ou prévenir que guérir. Est-ce que vous mesurez les conséquences des discours des religieux, protestants, catholiques et certains partis politiques, leurs acteurs, les conséquences de ces discours à Kinshasa pour un pays qui est en guerre? Paul Ousapou, on se regarde dans les yeux, sans se voiler la face, sans rester derrière les formules de droits de l'homme démocratiques, ainsi de suite. Est-ce que vous mesurez les conséquences de ce qui se fait dans la ville de Kinshasa? Oui, nous avons pris la mesure grave de cette situation dans les contextes où nous avons une agression répétitive à l'est du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons amorcé à la fois une mission d'enquête et aussi de consultation de tous ces acteurs ou protagonistes, en quelque sorte, où vous avez d'un côté une opposition qui tient un discours, qui tient des propos qui peuvent amener à une désintégration de la situation, au profit de qui en ces moments-là. Et nous, avec la CNDH, nous avons rencontré tout le monde. Nous étions avec la CENCO et bon, ils nous ont présenté leurs faits, récits de cette journée-là, puisqu'ils avaient déployé 15 observateurs. Nous avons aussi rencontré toutes les autres confessions religieuses et même, surtout, les organisateurs et même les blessés. Mais je ne veux pas ici dévoiler les contenus de ces rapports-là, mais il y a eu plus de peur que de mal. Puisque jusqu'aujourd'hui, les chiffres qui ont été avancés ne se corroborent pas au niveau de faits avérés et vérifiés. C'est ce que nous sommes en train de vérifier. On a parlé de morts, mais on ne nous a pas présenté de preuves qui montrent qu'il y a eu des morts. Des disparus, oui. Est-ce que vous avez des familles qui déplorent la disparition ces jours-là? Non, on n'en trouve presque pas. Est-ce qu'il y a des blessés? Oui, nous avons vu des blessés, nous les avons entendus et nous les protégeons. Aussi parce que c'est un contexte très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a eu des morts? Bon, moi je n'ai rencontré ces jours-là. Et par la suite,
un qui avait attrapé la pierre sur la tête devant le siège du parti de l'opposant Martin Fayoulou, et que l'on a tiré, semble-t-il, les vidéos ont été larguées, ont circulé, mais j'ai retrouvé ce monsieur qui était mal en point, mais Dieu merci, il s'en est tiré et est rentré à son job. Il est là, et hier, je l'ai visité dans une activité de reconstitution du 12 juin avec mes enquêteurs. Donc, j'ai dit encore, il y a eu plus de peur que de mal, mais que chacun tire les leçons qui s'imposent. Vous qui organisez ces manifestations, vous qui les encadrez, il y a un comportement à suivre. Voilà pourquoi tout le monde demande maintenant la présence en amont et en aval, lorsqu'il y a de telles manifestations qu'on annonce, la présence de la CNDH, avec une voix, je dis bien, consultative. Parce qu'en ce moment-là, nous ferons un rapport pour dire nous étions là, voilà comment il s'était arrangé. Il s'était accordé X lieux de manifestation, Y point de départ, les itinéraires. Ils se sont mis d'accord ou quoi? Est-ce qu'il y a eu lors des négociations des restrictions déraisonnables qui empêcheraient la jouissance des 3 libertés fondamentales, dont la liberté d'expression, en quelque sorte, des manifestations, et même de circulation? Est-ce que les restrictions qui sont présentées par les uns comme des restrictions négatives sont-elles des restrictions pour préserver l'ordre et la paix? Tout ça, il n'y a qu'une institution comme la nôtre qui peut débusquer lorsque les gens négocient, qui peut débusquer et conseiller pour que tout se fasse calmement sans que le sang soit versé. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup, Paul Sapou. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Vous avez ramassé pratiquement les principales préoccupations de ce grand plateau sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous attendons le rapport des enquêtes menées par rapport aux événements du 12 juin ici à Kinshasa, les suivis dans le cadre des plaintes déposées par la RDC auprès des cours et tribunaux internationaux, et surtout la mise en garde ou le rappel à l'ordre des pyromanes qui joueraient pour les firmes internationales ou les puissances occidentales ou africaines, certains agresseurs. Il n'y a que le Congo qui nous reste, il n'y a pas autre chose. Vous pouvez être citoyen d'une autre nation, mais nous, il n'y a que le Congo et nos enfants. Alors, les journalistes responsables, à part les réseaux sociaux, ça peut être contrôlé aussi. Ne recevez pas les pyromanes pour qu'ils puissent déballer ces discours de haine et séparatistes et des divisions. À très bientôt. Au nom de Adèle, Ilunga Bissonsa, au nom de Célestin Kalombo et de toute la technique et de l'équipe de la presse de la CNDH, nous vous disons merci d'avoir permis qu'on soit chez vous. À très bientôt.